Guadeloupe, actualité. La politique agricole commune dans les Outre-mer, levier de la transition alimentaire agroécologique, thème de colloque qui s'est tenu à l'Académie d'agriculture de France à Paris. La situation agricole dans les DOM a été largement abordée sous différents angles. Intervention remarquée d'un agriculteur de Guadeloupe, François Souprayen, sur l'inscription d'une agriculture bioéconomique et agroécologique dans une chaîne de valeur. Il a évoqué ses difficultés personnelles pendant de longues années et de parler de réussite aujourd'hui. Autre intervention, celle de Nicaise Monrose, conseiller exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, sur quelle stratégie de transformation pour l'agriculture martiniquaise, tout en soulignant les blocages au niveau de l'État et de Bruxelles. Tout le travail que fait l'INRA et le CIRAD certainement, mais globalement renforcer l'action référence technique. Et nous, à la CTM, nous avons un centre technique que nous voulons consolider pour pouvoir travailler sur les références technico-économiques pour l'agroécologie, parce que les agriculteurs n'ont pas à expérimenter eux-mêmes, ils doivent pouvoir gagner leur vie avec les résultats de l'expérimentation. Et pour ça, nous allons donc adapter notre service et le renforcer, nous allons changer son statut juridique. Il nous faut soutenir la transition agroécologique par le conseil, et le transfert permanent. Nous avons un système de conseil et de transfert qui, là non plus, n'est pas adapté. C'est un système d'appel à projet qui ne permet pas d'assurer la permanence du conseil pour accompagner les agriculteurs, notamment ceux qui sont qui veulent aller vers l'agroécologie, notamment ceux qui sont sur les petites surfaces. Et nous devons pouvoir améliorer le système de transfert, notamment des coopératives agricoles, de la Chambre d'agriculture, et puis intégrer, ça a été dit par Harry tout à l'heure, parce que les Caribéens ont les mêmes soucis que nous, et nous devons travailler avec eux, notamment à travers le projet Cambionnet. Nous devons savoir sur qui compter. C'est pour cela que nous allons engager un travail de recensement des exploitations, parce que notre proposition, c'est de développer en tablant, en s'appuyant sur le potentiel inexploité. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas la capacité d'exploiter la totalité de leur potentiel de production, qui par exemple ont 8 hectares, mais ne vont cultiver que 3. Ils ont 5 hectares, mais ils ne vont cultiver qu'un hectare. Ils ont la capacité technique de produire. Par contre, parfois, il manque de la main-d'œuvre, il manque de l'investissement, il manque de la trésorerie, il manque le chemin d'accès, il manque la trace d'exploitation, etc. Donc, nous allons développer des diagnostics individualisés d'optimisation du potentiel de production de chaque exploitation. 300 sur 3 ans pour arriver à 900 exploitations pour lesquelles nous allons recenser le potentiel de production. Et ça devrait nous permettre, dans le cadre de la prochaine programmation des fonds FEADER, de cibler les actions effectuées exploitation par exploitation et non pas être un peu plus offensif dans notre manière de gérer le FEADER, non pas attendre que l'agriculteur se présente et dit j'ai besoin de tel ou tel investissement, mais qu'au préalable, qu'on travaille avec lui sur les investissements nécessaires pour développer son exploitation et que la direction des fonds européens puisse tenir compte de ces DOPP, de ces diagnostics, pour pouvoir recevoir les agriculteurs qui viennent pour demander des fonds à l'investissement. À côté des agriculteurs, évidemment, il y a les filières, notamment des coopératives, avec lesquelles nous allons élaborer des plans stratégiques pour l'autonomie alimentaire. Les filières vont pouvoir nous dire quelles sont les opérations nécessaires pour atteindre un objectif qu'on va conventionner, contractualiser avec elles, faire en sorte que la collectivité de Martinique ne fonctionne plus en guichet, mais que la collectivité fonctionne en objectif de développement. Le guichet, chacun vient, on demande une somme, on ne sait même pas comment ça s'imbrique avec l'autre qui est à côté. Eh bien non, on va faire des plans d'action stratégiques qui vont nous permettre de définir filière par filière le besoin qui devra être couvert, notamment par l'investissement du FEADER.
Tout à l'heure, là, il était question de marché, de proximité. Il y a des marchés de proximité qui existent en Martinique, des marchés de producteurs qui méritent d'être organisés, qui méritent d'être structurés. Nous allons mettre des marchés de producteurs d'intérêt territorial, des mines, comme vous voulez, pas des mines, c'est bien plus grand que ce qu'on veut faire. Mais il s'agit d'organiser la commercialisation de cette production que décrivait M. Soubriens, de cette multitude de produits qu'une coopérative classique a du mal. Il faut bien comprendre ça. Je sais que l'orientation officielle, c'est de dire aux agriculteurs de se constituer en OP, mais si ça ne fonctionne pas pour la plupart des agriculteurs, c'est parce qu'il y a un véritable problème pour eux d'y adhérer. Et je serais président, directeur de coopérative, j'aurais du mal à accepter un agriculteur qui vient avec 10 produits en petite quantité. Les coopératives sont faites pour la monoculture, qui livrent dans les GMS de manière très classique. Là, nous sortons d'une agriculture classique et il nous faut pouvoir offrir aux agriculteurs la possibilité de commercialiser de manière organisée la production, la multitude de productions. Et ça devrait aussi permettre de regrouper cette multitude pour répondre au marché des collectivités, répondre aux appels d'offres, etc. Donc, des marchés d'intérêt territorial. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Merci à l'Académie d'agriculture de nous donner l'opportunité de présenter nos travaux, nos réflexions, conduites avec ce groupe de travail sur l'agriculture, les agricultures ultramarines. Donc, dans la foulée de l'introduction faite par Jean-Pierre Bastier, donc je vais porter plus un témoignage sur ce que la recherche fait donc dans ce domaine et notamment comment elle cherche à accompagner la transformation du secteur agricole et alimentaire dans les départements d'outre-mer. Alors bien sûr, on va parler beaucoup d'APEBA, qui est l'acronyme de agriculture de petite échelle bioéconomique et agroécologique, et à travers 3 points. Donc pourquoi a-t-on défini ce concept ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça s'organise dans nos territoires ? Et puis, comment on va l'accompagner ? Et là, je vais vous présenter 2 exemples d'actions pilotées par la recherche en mettant une petite mention sur ce qui se fait en matière de politique publique. Parce que sans politique publique, on peut faire les plus belles choses du monde, mais ça peut rester en l'état. Donc, je vais vous présenter un projet qui s'est déroulé en Guyane, qui s'appelle le projet PAFAG, Petites agricultures familiales en Amazonie guyanaise. Et puis un projet qui se déroule actuellement dans la Grande Caraïbe Amazonie, qui s'appelle Cambionnette, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, pourquoi l'APEBA ? C'est en réponse à des enjeux multiples qui ont été bien exacerbés par la crise sanitaire. Tout d'abord, des enjeux de souveraineté alimentaire. Donc, Jean-Pierre l'a souligné tout à l'heure, la très forte dépendance vis-à-vis des produits importés. Sur le tableau graphique qu'on voit ici à droite, on s'aperçoit qu'entre 2010 et 2019, c'est une tendance à la hausse, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus dépendant, donc dans les départements d'outre-mer. Bien sûr, des enjeux de transition climatique, avec le réchauffement exprimé dans le graphique en bas à droite. On voit que dans la période qui va de 2031 à 2055, on sera sujet à des événements, à des vagues de chaleur de plus en plus intenses. Transition agroécologique, comment sortir de l'engrenage des pesticides avec, en toile de fond, la crise de la chlordécone, dont vous avez certainement entendu parler. Des enjeux de transition bioéconomique, on est sur des espaces insulaires, aussi continentaux, avec la Guyane, mais donc on s'aperçoit que les biomasses constituent des déchets, ne sont pas valorisées comme il se doit. Donc comment générer plus d'économie circulaire et renforcer ce qu'on appelle les liens entre agriculture et petite industrie. Et puis des enjeux très importants qui sont des enjeux de transition sociale. Comment maintenir le tissu rural composé de manière très importante par les producteurs de petite échelle. Donc comment faire en sorte que ce milieu crée plus d'emplois, soit plus attractif vis-à-vis des jeunes notamment, et génère des dynamiques territoriales plus positives. Alors, dans nos régions, on a ce qu'on appelle une agriculture duale. C'est un peu caricatural, mais avec d'un côté un secteur agricole centré sur des cultures d'exportation. Donc c'est les modèles de production dominants que l'on connaît, donc la banane, la canne à sucre, qui concentrent des moyens de production, qui artificialisent le milieu pour
déboucher sur des rendements plus élevés. Donc la canne à sucre et la banane en font partie. Ce sont des productions qui ont commencé leur transition agroécologique. Pour citer la banane, ils ont recours quand même à un certain nombre de principes avec l'usage de plantes de service, par exemple. Et puis de l'autre côté, ce qu'on appelle les agricultures de petite échelle biodiverses, qui sont les plus représentées, entre 70 et 95%, mais aussi les plus marginalisées, des circuits de la recherche, des circuits de financement, des circuits de la formation et du conseil de la vulgarisation. Ce sont des modèles de production alternatifs, des systèmes diversifiés, faiblement intensifs en capital, qui pourvoient des services écosystémiques et qui développent ce qu'on appelle une écologisation des pratiques. Donc on est entre ces deux modèles, donc l'un cultivant plutôt l'uniformité, l'autre plutôt fondé sur la diversité. Et pour en revenir un petit peu aux propos de Michel Duru, que certains d'entre vous connaissent, est-ce que justement une agriculture fondée sur une écologisation forte, ce qu'on appelle la biodiversity-based agriculture, comment elle pourrait constituer un des leviers de réponse aux enjeux qu'on vient de citer? Donc, des fenêtres d'opportunité qui se sont créées. Avec, en 2014, Jean-Pierre Bastier l'a rappelé, la loi d'avenir qui a donc décliné ce qu'on appelle un volet outre-mer, donc avec un focus sur comment accompagner une transition agroécologique inclusive, aussi bien pour les systèmes découlant des systèmes de plantation que pour les agricultures diversifiées. Et puis donc avec un volet, un focus sur la petite agriculture familiale. Donc c'est un point de départ quand même très important pour nous. Dans la foulée de l'année 2014, qui avait consacré l'agriculture familiale par la FAO, donc à l'échelle mondiale, nous avions organisé le séminaire Transact sur la transition agroécologique et la petite agriculture familiale dans les DOM. Donc étaient représentés des collègues de Mayotte, de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et même de Haïti. Donc sur les 80 participants, 80% étaient des producteurs. Donc c'était vraiment une approche, comme on dit, bottom-up, avec donc des gens du terrain qui réfléchissent sur leurs projections. Donc ça a permis effectivement une mobilisation des acteurs de l'outre-mer autour de ce concept de transition agroécologique, avec une reconnaissance de la PAF et puis une première ébauche d'un plan d'action, qui a donc s'est traduit en 2018 par la note d'orientation qui a été présentée par Jean-Pierre Bastier, qui a consacré un petit peu le concept d'APEBA, qui est un concept un peu volontariste. C'est l'agriculture de petite échelle, mais on s'engage à faire en sorte qu'elle soit encore plus bioéconomique et plus agroécologique. C'est un peu ça, il y a une volonté derrière. Donc dans ce document, effectivement, on resitue un petit peu la place de l'APEBA dans les Outre-mer, j'y viens dans un moment. On a fait une première analyse des verrous au développement de cette agriculture et fait des propositions de levier. Et donc, comment faire en sorte que cette agriculture soit mieux reconnue pour être mieux ciblée par les politiques publiques. Donc, dans les DOM, elle est vraiment très bien représentée, comme on peut le voir. Donc, deuxième colonne, donc entre 70 et 99% des structures agricoles dans nos territoires. Un grand nombre d'actifs impliqués, bien sûr. Et puis donc des niveaux de diversification qui sont variables en fonction des situations des territoires. Et puis bien sûr des spécificités territoriales qui interviennent. Donc elle n'est pas unique, mais elle se définit à travers effectivement un certain nombre de critères. Alors, comment l'accompagner? C'est ça qui est important. Donc on sait qu'aujourd'hui l'APEBA, c'est une agriculture territorialisée. L'Europe et la France n'apportent pas pour l'instant les outils, mais nous avons la loi Notré, donc, qui a été votée donc, en 2015, qui nous permet aujourd'hui, via les collectivités territoriales, de préciser et d'outiller l'APEBA. Donc, c'est ce on a deux exemples, donc un qui va nous être présenté tout à l'heure par M. Nicaise Monrose, avec la collectivité territoriale de la Martinique, et donc il va présenter le schéma stratégique de développement de l'agriculture, donc qui a été validé en décembre 2022. Et puis l'exemple aussi de la Guadeloupe, qui a donc validé son plan stratégique régional pour la transition agroécologique en Guadeloupe en 2020. Et ça a été donc épaulé, on va dire, par deux manifestations à Green Startup pour faire justement participer des agriculteurs avec des projets innovants dans le domaine de la transition agroécologique. Donc la première édition, c'était en 2020 et la deuxième est en train de se dérouler. Je rentre vendredi pour participer à la clôture. Voilà donc maintenant illustrer un petit peu ce que fait la recherche à travers deux exemples. Le premier, donc, qui porte sur le projet de
PAFAG en Guyane, qui avait été financé en partie par le FEDER, donc petite agriculture familiale en Amazonie guyanaise. Donc la mission, c'était de soutenir l'essor d'une agriculture de petite échelle triplement performante en Guyane, avec comme objectif d'adapter les politiques publiques pour soutenir efficacement la modernisation agroécologique et bioéconomique de ces structures. Alors il fallait changer un certain nombre de paramètres. Comment mieux prendre en compte ces exploitations dans les politiques publiques? Comment approfondir la compréhension des impacts des politiques sur l'évolution des systèmes agricoles et comment valoriser la multifonctionnalité de ces agricultures de petite échelle, avec comme output la promotion de ces agricultures en tant que vecteur du développement durable pour la Guyane. Donc ça a débouché sur un plan d'action. Alors, je vais vous présenter un petit peu la situation. C'est que lorsqu'on s'intéresse à cette agriculture de petite échelle, on est face à une grande diversité de situations. Donc on va à des situations pour la Guyane qui ressortent des systèmes en abatis, donc systèmes sur des friches boulies, jusqu'au système au pôle extrême, des systèmes très très intensifs, donc souvent des systèmes qui sont conduits par les Mongs, voilà, qui ont recours aux pratiques de l'agriculture conventionnelle intensive. Et donc pour la petite agriculture, j'ai pris 3 exemples ici qui montrent que sur une quinzaine de critères, eh bien, comment on peut avoir affaire à des différences, à des contrastes. Voilà. Donc, aborder une analyse de ces situations par des critères uniquement structurels, c'est très difficile. C'est pour ça que dans ce projet, nous nous sommes appuyés sur des théories sociologiques, en particulier la théorie du changement, comme cadre d'analyse. Et là, c'est faire le recours en fait à une typologie fonctionnelle, à dire d'experts. Et là, en gros, on regarde des facteurs de motricité. Donc, soit on a des situations, même si elles sont très différentes du point de vue des structures, mais qui sont en homéostasie, qui ne bougent pas beaucoup, soit des systèmes en extensification, soit des systèmes en intensification du travail, adoption de méthodes de production plus consommatrices, des investissements consommateurs de travail dans la terre, etc. Donc il y a toute une démarche qui s'est créée et qui est très bien décrite dans les 2 rapports qui sont exposés ici à droite, et donc qui ont débouché sur un plan d'action. Mais là, c'est là que justement le bas blesse, parce qu'on peut déboucher sur un plan d'action extrêmement structurant, mais derrière ça, est-ce que les décideurs politiques se bougent? Est-ce qu'ils ont la volonté de le faire? Et c'est là que l'on se heurte souvent à des difficultés. Donc ça sera l'objet peut-être du débat de tout à l'heure. Alors deuxième projet, c'est le projet Cambionet, ça signifie Caribbean and Amazonian Bioeconomic Network, donc c'est le projet de bioéconomie caribéen et amazonien, financé par le programme Interreg 5, dont je suis le coordonnateur, qui se termine en décembre 2023. Donc il repose sur un constat d'enjeux de transition partagés dans la Grande Caraïbe. Ils ont été décrits tout à l'heure, transition agroécologique et alimentaire, transition climatique, transition bioéconomique et sociale. Et pour les aborder, nous avons souhaité le faire sur un socle géostratégique représentatif, donc qui rassemble les principaux, on va dire, blocs géopolitiques de la Grande Caraïbe, les Grandes Antilles, les Petites Antilles et le plateau des Guyanes. Et puis donc avec un focus sur ce qu'on appelle l'agriculture de petite échelle comme support pour la modernisation. Donc c'est ça un petit peu l'ADN de ce projet. Donc un projet qui réunit 10 pays, donc comme je l'ai dit, les Grandes Antilles, Petites Antilles, Plateau des Guyanes, 18 partenaires qui forment en gros le continuum recherche, développement, innovation avec des universités, des centres de recherche, développement, des ONG, des associations, etc. Et puis un projet qui repose sur 4 work packages, donc bien sûr un dédié au pilotage, à la coordination, un second dédié au diagnostic et à la création de valeur, un troisième sur les systèmes d'innovation, donc on aura l'occasion d'en parler, sur des Living Labs, un réseau de plateformes en Living Lab, puis le quatrième, donc avec 2 valences, une valence dissémination-impact et l'autre, donc aide à la décision politique. Donc tout ça pour un budget total de 6 millions d'euros, donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Alors les principaux livrables attendu à l'issue de ce projet, c'est donc la mise en place d'un écosystème caribéen amazonien de recherche et développement pour l'innovation, donc un réseau de partage et de dissémination de pratiques d'intérêt, un réseau de plateformes en Living Lab, ce sont les triangles rouges qu'on peut apercevoir sur la carte à côté, donc différentes plateformes en Living Lab qui sont construites sur un socle commun de valeurs, agroécologie, bioéconomie, petite exploitation, etc., mais qui ont chacun des spécificités. Ainsi, pour les Petites Antilles, par exemple, pour la Martinique et la Guadeloupe, nous sommes engagés sur ce qu'on appelle le nexus agroécologie, nutrition, santé,
par rapport à notre placé de chlordécone et puis donc aux problèmes que pose la malbouffe dans nos zones. Alors que dans la Dominique, juste à côté, ils sont plutôt sur un positionnement Climate Smart Agriculture avec un accent mis sur la gestion de l'eau. Alors, comme autre livrable, nous avons aussi le développement d'un système d'information assez puissant qui comporte une bibliothèque numérique pour justement générer des possibilités de e-learning et de renforcement des capacités des acteurs. Et puis donc la création d'un observatoire des politiques publiques et des pratiques d'intérêt. Aussi, une gouvernance régionale basée sur les fondements de ce qu'on appelle le groupement européen de coopération territoriale. Alors, un petit focus sur la manière dont on aborde les politiques publiques dans ce projet, avec comme enjeu quelle est la place pour les petites agricultures et la transition agroécologique dans les politiques publiques agricoles de la Caraïbe-Amazonie, avec comme objectif de fournir aux décideurs politiques des indicateurs et des leviers d'action pour faciliter les transitions agricoles et alimentaires. Alors, les premiers constats qui ont été faits par l'équipe qui travaille sur ce volet, c'est de dire que la place de la PEBA est limitée dans les politiques publiques parce que, pour l'instant, elle est peu ou pas reconnue. Donc, il manque un état des lieux de la PEBA sur les territoires parce qu'elle n'est pas suivie ni accompagnée. Donc, il n'y a pas de statistiques agricoles. On ne peut pas argumenter de manière satisfaisante de l'efficience et du poids économique de la PEBA. Et donc, il faut construire avec les professionnels de la PEBA un cadre permettant sa reconnaissance et l'application de mesures adaptées. On en est là pour l'instant. Alors, au bilan, pour terminer, on peut dire qu'on a, à travers toute cette démarche, réuni des conditions pour une meilleure prise en compte de l'agriculture de petite échelle bioéconomique et agroécologique. On a un cadre législatif qui est favorable, notamment avec la loi d'avenir qui a été citée tout à l'heure. Un début de reconnaissance de la PEBA dans les DOM, d'accord. Des schémas régionaux qui actionnent aujourd'hui et donc qui intègrent la PEBA en Guadeloupe et en Martinique. Une mesure spécifique pour la DAF de Mayotte avec le POSEI. Des projets de recherche ciblés sur l'agriculture de petite échelle. On a évoqué PAFAG comme Bionette, mais il y en a deux autres, comme Agroécodiv, qui a travaillé sur la transition agroécologique de la petite agriculture familiale en Guadeloupe, et puis le projet Explorer, qui a développé donc un prototype de micro-ferme expérimentale, donc adapté au changement climatique. Et puis donc le développement de ce qu'on peut appeler une task force sur l'orientation des politiques publiques, avec le travail qui se fait au sein de l'Académie d'agriculture, donc notre groupe de travail sur les agricultures ultramarines, avec des notes d'orientation, des tribunes, des consultations, voilà. Et puis des projets de recherche et développement qui produisent des analyses comparées, définissent un peu mieux la cible que représente la PEBA et donc peuvent aller jusqu'à un ajustement des mesures et des recommandations. Alors j'en ai terminé, voilà, donc en disant que cette petite agriculture, est-ce qu'il faut considérer que c'est une fatalité d'être sur 2 hectares, ou moins de 4 hectares, on va dire, moins de 5 hectares, ou alors est-ce que ça peut être une opportunité pour la modernisation des systèmes agricoles et alimentaires ultramarins, si tant est qu'elle puisse être accompagnée décemment. Donc c'est la question qui se pose. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.